Le business du faux, la contrefaçon alimentaire prospère. Oui, ce business gagne du terrain. C'est un phénomène mondial. Notre pays n'est donc pas épargné. Que faut-il faire pour un pays en voie de développement? Il faut ouvrir le débat, mettre le pied dans le plat, en parler sans faux fuyant. Parce que dès l'instant où la contrefaçon s'invite dans notre alimentation, il y a de quoi s'inquiéter. Et quand on s'inquiète, c'est qu'il y a problème. Spencer Ilanga, Wilson Ndri ont décidé d'enquêter. Voici le résultat que ça donne. Bonsoir. À l'heure du déjeuner, sortir un produit alimentaire de qualité douteuse est un geste d'une incroyable banalité. Aujourd'hui, la moitié de nos repas sont issus de produits non certifiés, comme ce riz, aliment de base, mais aujourd'hui menacé par un fléau insidieux, le faux riz. Tu payes ça non? C'est une fille, elle vit de Anyama, c'est d'elle. Je ne peux pas trouver ça ici. C'est elle, je la fais venir le sac, elle m'envoie le sac à 15 000 francs. Le sac à 15 000 francs. Si on me donne 5 francs, je la donne. On me donne 10 francs, je la donne. Jusqu'à j'ai fini de payer. Comme ce riz, beaucoup de produits alimentaires sont l'objet de tous les doutes. Riz avarié, huile frelatée, viande impropre à la consommation, eau minérale avec des publicités mensongères, la liste des aliments falsifiés ne cesse de s'allonger. Ce foyer, comme beaucoup d'autres foyers vivant en Côte d'Ivoire, est victime du fléau du faux sur les produits alimentaires. Ces produits avariés, contrefaits ou ne respectant aucune norme d'hygiène, inondent les marchés ivoiriens et mettent en danger la santé des consommateurs. Mais d'où viennent-ils ? Derrière ce commerce illégal se cachent des réseaux organisés qui profitent de la pauvreté et de la précarité d'une partie de la population. Les produits contrefaits, souvent périmés ou mal conservés, sont vendus à des prix très bas, attirant une clientèle qui n'a pas d'autre choix. Cet informateur, que vous ne verrez pas, lui a fait partie d'une équipe de contrôle qui a découvert cette mafia. C'est lui qui décide de nous en dire plus, avec tous les risques que cela peut lui coûter. Il faut dire que c'était lors d'une de nos patrouilles dans le cadre de notre travail, et que là nous sommes tombés sur un gros camion qui est en train de faire le déchargement de ce riz-là, et que nous avons trouvé vraiment très suspect. Et nous avons regardé la qualité du riz, vraiment, c'est un riz qui ne devait pas être consommable. Donc on a essayé de suivre la piste jusqu'où le riz partait, et on a vu que le riz était allé dans un entrepôt. Alors là, on s'est rendu dans l'entrepôt, on a posé des questions à ces derniers-là pour savoir un peu c'est quoi concrètement qu'ils font ici. Et ils m'ont fait savoir que c'est une usine je peux dire, de riz, qu'ils ont leurs documents. Et on s'est rendu compte que le riz était avarié. Le riz était avarié, et nous avons vu vraiment qu'ils avaient investi dans cet entrepôt. Et ils nous ont fait comprendre qu'ils prenaient ce riz-là, à l'aide de la machine, avec certains produits, ils vont laver ce riz, le rendre propre, et je peux dire maintenant, le reconstituer dans un autre emballage pour la vente. Et ce dernier ne nous a pas caché de nous dire que qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le bon riz. Voilà, que c'est comme ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est le riz qu'on retrouve dans le marché comme le maloussou, le riz cassé, voilà. Un témoignage précieux et risqué qui nous éclaire sur les rouages de ce commerce illégal et les motivations des criminels qui en profitent. L'homme a réussi à démasquer une mafia alimentaire qui met en danger la santé de millions de consommateurs. Des grains avariés, des imitations en plastique, des substances chimiques nocives, les ingrédients de ce cocktail toxique sont présents dans les assiettes des Ivoiriens, à l'insu de tous. Et nous avons fait appel à une unité, que je ne peux pas taire le nom. Cette unité est venue avec des experts, ils ont vérifié effectivement le riz était avarié. Et bon, à notre grande surprise,
le ministère de tutelle, le ministère du Commerce, est venu prouver avec un agrément, donner un agrément pour dire qu'ils ont l'autorisation de le faire. Et cette usine est implantée partout. Ils nous ont dit qu'ils sont partout, ils sont à Yopougon, ils sont à Djamé. C'est ce qu'ils font comme activité. Donc vraiment, ça nous a vraiment découragés parce que nous savons, avec le rapport des experts, que le riz était avarié, le riz. Et pour ce qu'on avait entendu de sources, ce riz était refusé à Lomé et à Cotonou. Et c'est en Côte d'Ivoire que ce riz était accepté. C'était un riz qui est quitté en Inde. Et c'est en Côte d'Ivoire que ce riz était accepté. On nous a fait comprendre que, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des riz qui sont utilisés et on le reconditionne dans d'autres sacs. C'est parce que vous entendez que les gens se plaignent qu'il y a le riz qui gonfle, il y a le riz qui est du dur. Voilà. Ces riz-là sont reconditionnés pour le mettre dans d'autres sacs. Et c'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire actuellement. Vraiment, nous avons peur vraiment de ce qui se passe, vraiment où ça s'en va. On se demande beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on donne cette autorisation? Pour de l'argent, pour tuer des familles, pour tuer des personnes. Aujourd'hui, on meurt, on ne sait même pas pourquoi. C'est à cause de la consommation. Ça n'a rien à voir avec ces choses, c'est la consommation en Côte d'Ivoire. Et ce riz-là est commercialisé partout. Surtout dans nos ménages, les plus pauvres, c'est plus grave. Parce que ce riz sera dans nos marchés publics. Et vous allez voir que c'est des riz qui sont à bas prix. Le business du faux riz est une réalité inacceptable qui menace la santé publique et bafoue le droit des consommateurs à une alimentation saine et sûre. Moi, parce que c'est de bonne qualité. Oh, c'est du riz avarié. Voilà, nous avons toutes les informations. Mais si tu reçois un papier légal du ministère, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que regarder et puis voilà. Et puis te taire. Donc vraiment, je pense que avec cette émission, ça va attirer l'attention de l'État sur certaines choses qui se passent en Côte d'Ivoire, surtout dans la nourriture, dans le riz. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que ce gros camion qui était venu est venu à une heure peut-être tardive, dans le noir, dans la nuit. Et c'est le matin qu'ils ont commencé à décharger la marchandise et pouvoir maintenant faire le traitement. Alors, les gens n'ont qu'à croire. Tout le monde peut aller, les autorités peuvent aller voir, vérifier effectivement ce qui se passe. L'informateur appelle à une vigilance accrue des consommateurs et à une action ferme des autorités pour mettre fin à ce commerce illégal qui met en danger la santé publique. Il encourage les consommateurs à acheter leur riz auprès des sources fiables et à vérifier attentivement l'apparence et l'odeur des grains avant de les acheter. Il exhorte également les autorités à renforcer les contrôles et à sanctionner sévèrement les trafiquants responsables de ces pratiques frauduleuses. Notre équipe d'investigation a remonté la filière. Nous avons découvert que ce riz frauduleux provient de l'Asie, plus précisément de l'Inde, où il est vendu à des prix très bas. Il est ensuite importé en Afrique, où il est reconditionné et vendu comme du riz ordinaire. Dans ce commerce de produits de faux, un village sur la route d'Alépé est au cœur du scandale. Ici, nous sommes à 15 km de la sortie est d'Abidjan. Quand nous arrivons sur les lieux, nous tombons justement sur un camion de chargement qui se prépare à aller vers les points de distribution. C'est ici que nous avons pu filmer cet entrepôt abritant la fabrication et le stockage de ce riz avarié. En se faisant passer pour un client potentiel, nous nous rapprochons un peu plus de ces mafieux. Nous réussissons à obtenir des informations précieuses sur le fonctionnement de ce commerce. Non, bon, présentement, on a que Denis Kacha. Parce que nous, nos riz, c'est des riz qui viennent du port. Et puis, on va retraiter la machine, tout ça. Puis, mettre ça et commercialiser ça. C'est pas la première qualité en tant que telle, quoi. Voilà. Enfin, nous sommes agréés pour le reconditionnement, les paléus, voici. Et ça c'est combien? Bon, le prix, ça varie, ça dépend. Un prix fixe. Moi, ça peut être 14 000, 12 000, ça dépend. Et aussi de la qualité aussi. Les images choquantes révèlent les conditions d'hygiène déplorables qui y règnent. Le riz est stocké dans des pièces insalubres, infestées de parasites. Des produits chimiques dangereux sont utilisés pour blanchir le riz et lui donner une apparence trompeuse de qualité. Vous avez les machines pour ça pour Le nettoyage. Fais le blanchissement.
Et là, actuellement, il est nettoyé. Il est nettoyé. Il est nettoyé. Sur dans l'état brut, mais si tu avais vu sur là, tu n'as même pas pensé qu'il peut être comme ça. Ah oui? Vous avez un état brut, tu peux voir? Non, ça c'est il y a longtemps eu celui-là. Je veux dire quoi, moi qui quitte au truc peut-être en Chine ou soit en Inde, tu vois, qui n'arrive en Côte d'Ivoire, qu'il est mouillé. Parce que tant qu'il n'est pas dégradé, les fournisseurs ne peuvent pas nous mouiller. Nous sommes à créer pour le retraitement des séries, balayus, moisis, les riz flasques, etc. Pour ce qui est de la qualité supérieure, les grands fournisseurs sont là. Mais ce qui va être plus choquant dans l'affaire, c'est lorsqu'on apprend que l'entreprise qui fabrique ce riz de marque Dounia a effectivement une autorisation de commercialisation de ce riz sur le territoire. Mais les analyses des experts témoignent d'un riz de mauvaise qualité. Pour confirmer nos soupçons, nous avons mené nos propres tests sur des échantillons de ce riz. Les résultats sont édifiants. Les produits analysés ne respectent aucune norme sanitaire et présentent de graves risques pour la santé des consommateurs. Près de 20% des échantillons de riz testés étaient avariés. Ils contenaient des moisissures, des bactéries et des champignons dangereux pour la santé. 5% des échantillons de riz testés étaient en plastique. En Côte d'Ivoire, l'organisme de normalisation Codinorm joue un rôle crucial en garantissant la qualité et la conformité des produits. Reconnue d'utilité publique, cette association à but non lucratif est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre des normes nationales pour une large gamme de produits permettant aux consommateurs de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Regardez par exemple Sania. Voilà, Sania, vérifiez Sania. Voilà. Donc ça, c'est la liste des produits certifiés par exemple de Sania. Donc là, Sania a 3 produits avec nous certifiés. Ils détiennent ce qu'on appelle la marque nationale de conformité, la marque ENI. Voilà, ce logo-là, c'est celui-là qui devrait afficher sur le produit. C'est vrai que pour l'instant, ils ne le font pas. Mais ils ont le devoir, ils ont l'autorisation de le faire. Voilà. Est-ce qu'avoir justement un logo ENI ou le logo de la certification Codinorm est une garantie pour les populations? Oui, c'est une garantie. C'est une garantie. Les populations devraient davantage regarder cela. Quand vous voyez ce logo ENI là sur le produit, vous pouvez descendre un peu, on va voir le logo ENI, il est au-dessus là. Voilà, quand vous voyez ce logo là sur le produit, vous avez la confiance que ce produit-là a fait l'objet de certification aux normes nationales ivoiriennes et que ce produit est un produit sain que vous pouvez consommer sans aucun problème. Bien sûr, vous regardez les questions de date de péremption, ainsi de suite, mais le produit en lui-même, de façon intrinsèque, il ne présente aucun problème. Voilà. Ça veut dire quoi en fait, qu'il a été... Ça veut dire que ça, ce produit-là, par exemple, là, il y a un audit de la chaîne de production qui a été fait. Donc, la chaîne de production, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour produire l'huile, par exemple, l'oléine de palme, qui est l'huile de raffinée de palme. Donc, toute la chaîne, tous les contrôles qui sont faits par l'entreprise, eux-mêmes leur propre laboratoire interne, la compétence qu'on a sur les équipements, les essais qu'on fait là-dessus. On fait des essais, par exemple, sur l'oléine de palme jusqu'en France, pour s'assurer effectivement que les emballages de ces produits-là ne peuvent pas contaminer le produit lui-même, parce que ça aussi, c'est une autre difficulté. C'est que vous avez un produit qui est fabriqué, le produit peut être sain, mais l'emballage peut contaminer le produit, qui fait que finalement, ce produit-là devient toxique. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont passés au peigne fin, et à la fin, on délivre une certification à ce client et qui est très sérieux. Aujourd'hui, rendez-vous avec Edgar. Nous lui avons soumis le cas de pas mal de produits alimentaires. L'homme nous explique le fonctionnement de vérification sur le site de Codinorm et comment identifier les produits certifiés, comme la marque de riz en question. Donc vous allez dans une grande surface, regardez ces produits-là qui sont certifiés. Et c'est simple, vous allez sur notre site, vous tapez, on a la possibilité aujourd'hui de saisir par marque commerciale, puisque les marques commerciales sont plus connues que les fabricants eux-mêmes. Donc là, sur notre site, faites un peu retour en arrière. On a la possibilité de rechercher par marque commerciale. Voilà, ici, produit. Produit, en fait, c'est la marque commerciale. C'est bien ça, M. Guichard. Voilà. La marque commerciale, vous cliquez là-dessus. Donc, cliquez là-dessus, par exemple, mettez... leur marque, c'est quoi? Dinor. Voilà. Voilà, mettez Dinor. Voilà, logiquement, quand vous mettez Dinor, vous voyez, voilà. Et on voit là, effectivement, que Dinor, vous avez ça. Donc, sur votre smartphone, vous pouvez faire la recherche. C'est un site accès libre. Voilà, tout le monde.
nous avons découvert que la marque de riz Dunia, par exemple, n'était pas certifiée. Cette absence de certification est un indicateur flagrant de fraude. Ce résultat vient confirmer les doutes et met en lumière l'ampleur de la fraude qui gangrène le marché du riz en Afrique. Lors de notre rencontre avec Edgar, il nous a révélé l'ampleur du fléau. De nombreux produits destinés à la destruction, à la suite de manquements graves durant leur production, ont tenté de franchir les mailles du filet en falsifiant les étapes de certification. C'est le cas de NutriFood avec sa marque Chipsy. On a des cas. On a par exemple l'entreprise NutriFood qui a eu sa certification retirée justement pour l'ensemble de ses produits. Donc que ce soit le maïs soufflé, les cacahuètes enrobées, le concentré de tomates, ainsi de suite. Donc tout ça, on a retiré le certificat. Le certificat a été retiré parce que l'entreprise n'est plus conforme aux normes ivoiriennes pour ces produits-là. Pour être conforme, il y a deux choses. Il faut être conforme par rapport au nombre de spécifications qui régissent le produit et il faut être conforme au dispositif de production. Le dispositif de production, pourquoi? Parce que l'entreprise peut avoir des produits qui sont conformes à un instant T, au moment où on fait l'audit, mais son dispositif de production permet de pouvoir délivrer une certification sur la durée. Donc, on regarde ses installations, on regarde ses équipements, les moyens de production, les moyens de contrôle sur place, on regarde son système qualité, sa documentation, sa gestion de ses fiches techniques, les contrôles internes qu'il fait. Donc, tout cela permet, nous, de pouvoir nous conforter dans une position que ce produit-là donne confiance et qui respecte les normes ivoiriennes en la matière et qu'on peut lui délivrer une certification longue durée. Donc, elle n'a pas respecté ces conditions-là, c'est pourquoi le certificat lui a été retiré. Je rappelle que malgré une certification, l'entreprise a le devoir de pouvoir prouver à tout instant qu'elle respecte les normes, qu'elle s'est elle-même proposée de pouvoir les respecter dans le contrat mutuel entre Codinome et l'entreprise. L'entreprise peut continuer à vendre son produit? Non, normalement non. L'entreprise ne doit pas continuer à vendre son produit. Voilà. Elle continue à vendre. C'est dire que Codinome est impuissant? Non, on n'a pas ce pouvoir de police là, justement. Voilà, on n'a pas ce pouvoir de police. On ne peut pas, moi je ne peux pas retirer, je ne peux pas fermer une entreprise, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais par contre, je peux alerter l'entreprise pour lui dire, comme par exemple ce rapport, en bonne et due forme, vous voyez, le rapport est très détaillé. Malgré les alertes répétées, les autorités semblent impuissantes face à la situation. Les sanctions sont trop faibles et les contrôles insuffisants, permettant aux trafiquants de prospérer en toute impunité. Donc, quand vous comparez ça à ceux qui sont certifiés, vous voyez bien l'écart qu'il y a entre eux. Ceux qui sont certifiés passent au travers de tout ça. Ils ont mis en place toutes ces dispositions-là que vous voyez dans ces normes-là en matière de produits alimentaires. Et puis les autres, bien sûr, ne le font pas. Vous allez voir dans ces entreprises, au moment où vous auditez, il y a des rails qui sont en train de passer, ce n'est pas possible. Vous allez dans des secteurs comme par exemple ceux qui produisent certains produits alimentaires, la ticket, ainsi de suite. Vous allez dans la salle d'emballage, de conditionnement du produit, vous ne voyez que des mouches, ça. Ce n'est pas des éléments qui peuvent donner confiance. Nous, un tel produit, on ne délivre jamais une certification là-dessus parce que c'est ces éléments-là qu'on regarde effectivement. Chipsy, c'est quand même un produit qui est consommé beaucoup par les enfants. C'est dire qu'on doit se méfier désormais de ce produit-là. Mais nous, on ne l'a pas certifié. Voilà. Nous, on n'a pas, ce produit n'est pas conforme aux normes ivoiriennes. À un certain moment, depuis, mais bien sûr, nous, on ne vous recommande pas un tel produit. Les produits qu'on recommande sont les produits qui sont certifiés par nos soins. Voilà. Et en plus, ils sont en déphasage vis-à-vis de la réglementation nationale. La réglementation nationale impose que tous ceux qui fabriquent les produits alimentaires doivent se conformer aux normes nationales requises à tout moment. Il ne doit pas avoir une certification un jour et puis une non-certification un autre jour. Non, il doit avoir une certification en continu sur toute l'année. Ici, on dénonce les pratiques mafieuses qui gangrènent le secteur. L'homme n'hésite pas à dévoiler les noms de plusieurs entreprises qui ont falsifié des documents ou versé des pots de vin pour obtenir des certifications frauduleuses, permettant ainsi à des produits avariés de se retrouver sur la table des consommateurs. L'histoire de Philippe Assa, ancien chimiste chez Cyprochim, illustre parfaitement ces dérives. Licencié pour avoir refusé de cautionner les pratiques frauduleuses de ses anciens employeurs, il a dû se débattre pour faire éclater la vérité. Son témoignage est poignant et il met en lumière l'ampleur du problème. D'abord, je me présente. Moi, c'est Philippe Assa.
ex-responsable de laboratoire à Cyprochim, où j'ai exercé pendant 8 ans, pendant 9 ans. Et à la suite de cela, j'ai été licencié parce que j'ai tout simplement dit à mes employeurs que le fait de mettre des produits illicites sur le marché était dangereux pour la santé des consommateurs. Et ils ne l'ont pas apprécié et j'ai été licencié. C'était quoi? Il s'agissait de quoi concrètement? Les produits illicites, en fait, il s'agit des produits qui sont sortis de l'usine, qui sont allés chez différents clients dans différents pays. Et ces produits, généralement, quand ils reviennent, ils sont destinés à la destruction. Un jour, j'ai vu un stock de produits invendus, un grand stock de produits invendus. Habituellement, ces produits sont destinés à la destruction, donc moi, je ne fais pas attention. Et on m'appelle et on me demande de faire en sorte que ces produits retournent sur le marché. Je leur ai dit que ce n'est pas possible que ces produits retournent sur le marché parce que ces produits sont destinés à la destruction. En plus, nous n'avons même pas de méthode pour analyser ce genre de produits parce qu'ils sont hors de contrôle. Nous n'avons pas le matériel nécessaire et ces produits ne doivent en aucun cas être revendus. Selon Philippe, Cyprochim utilisait les résidus d'emballage pour les réintroduire dans le circuit de production de mayonnaise. Cette pratique, outre son caractère illégal, mettait gravement en danger la santé des consommateurs. Les produits dont je parle, on les appelle des produits retour client. Ce sont des produits, comme je l'ai dit tantôt, qui ont été vendus, qui ont été stockés dans des endroits souvent pas catholiques, souvent qui sont allés dans certains pays. Et ces produits, une fois qu'ils reviennent, ils échappent à notre contrôle. Et ces produits ne doivent pas être remis dans le circuit. Les responsables, eux-mêmes le savent, mais pour des raisons financières, ils ont décidé de remettre ces produits sur le marché. Le directeur d'usine le dit ici. Il dit, quelles que soient les analyses que vous allez faire, ces produits retourneront sur le marché avec une dérogation. Quand on dit dérogation, ça veut dire déjà qu'il y a problème. Parce que des produits qui sont normaux, on n'a pas besoin de dérogation pour les mettre sur le marché. Donc quand il dit que les produits iront sur le marché avec une dérogation, ça veut dire que c'est des produits déjà où il y a problème. Et en agroalimentaire, on ne met pas ce qui est déjà un problème sur le marché. Il faut mettre sur le marché des produits sains, exemple de tout danger. Il ne faut pas mettre sur le marché des produits qui, au départ, sont susceptibles de contaminer les consommateurs. Pour étayer ces accusations, Philippe Hassan nous a fourni des preuves accablantes. Un mail de garantie lui assurant sa protection en cas de problème. Bonsoir Assa, je laisse le soin à Monsieur X de te répondre. Pour autant, sache que quel que soit le champ d'analyse que fera le labo, nous avons bien conscience que nous ne pouvons pas balayer tous les risques. Même à la suite d'une analyse, le produit sera remis à la vente avec une dérogation de la direction générale. Il s'agit pour l'entreprise de limiter le risque, autant alimentaire que financier, destruction de tous les retours, bien à toi. L'entreprise Cyprochim, quant à elle, a choisi de ne pas répondre aux sollicitations de notre équipe de reportage sur le sujet en question. L'entreprise a refusé tout commentaire et n'a pas souhaité se justifier. Dans un enregistrement qui est à ma possession, que j'ai eu avec le directeur général, il dit ouvertement que lui, il prend sur lui le risque de mettre ses produits sur le marché. C'est-à-dire que lui, il a le droit de vie ou de mort sur les Ivoiriens. Sachant bien que ces produits sont dangereux, lui, il prend le risque de mettre ses produits sur le marché. Et plus loin, je lui demande, mais monsieur, ce n'est pas normal ce que vous faites parce que ce genre de truc a eu lieu en Chine et il y a eu beaucoup de contamination. À lui de rétorquer que est-ce que nous sommes en Chine ici? De retour à Côte d'Inorme, cette fois, nous sommes avec Edmond. Il est chargé de toutes les questions liées au juridique à Côte d'Inorme. Ici, tolérance zéro pour les entreprises qui se livrent à de telles pratiques. Amende colossale, poursuite pénale et dommages à l'image sont quelques-unes des conséquences auxquelles s'exposent les faussaires. Un industriel, un fabricant qui s'autorise à mettre sur le marché des produits en ne respectant pas la réglementation, déjà c'est une infraction.
Et à ce niveau, déjà, le bénéfice du doute ne peut même plus lui être accordé. Il y a une violation flagrante des dispositions qui assurent la santé et la sécurité de la population. Donc, il faut s'en méfier. Un produit qui, normalement, doit obtenir un certificat de conformité avant la mise en marché et qui ne l'a pas, il faut s'en méfier. Pourquoi il ne l'a pas? Certainement parce que des dispositions en interne dans cette entreprise ne permettent pas de satisfaire aux exigences requises des normes, ce qui donc crée une non-conformité majeure sur le produit, ou bien de mauvaise foi ou même de bonne foi, il décide de ne pas le faire, soit parce qu'il n'est pas informé. Dans tous les cas de figure, une entreprise qui met en place un processus de fabrication doit se conformer à des dispositions. Si ce n'est pas le cas, il y a des raisons de douter profondément de la qualité de ces produits-là. Le monde de l'agroalimentaire n'est pas exempt de dérives. Derrière l'image rassurante des rayons remplis de produits frais et savoureux, se cache parfois une réalité bien plus sombre. La fraude alimentaire, qui consiste à tromper le consommateur sur la nature, l'origine ou la qualité d'un produit, est un phénomène malheureusement répandu. Parmi les pratiques les plus couramment utilisées, on trouve la vente de produits avariés, maquillés ou frelatés. Disons que derrière chaque produit se dresse un certain nombre d'exigences. Ces exigences sont contenues dans des normes. Si nous devons certifier l'eau de consommation, il y a la norme qui décrit les spécifications à respecter pour que l'eau de consommation soit conforme, soit propre à la consommation. Donc, ces critères-là sont consignés dans les normes. C'est pourquoi le fait pour une entreprise d'ignorer les normes qui réglementent ces produits qu'il fabrique, c'est déjà le premier faux pas. La connaissance des normes qui régissent un secteur d'activité, qui régissent un produit, c'est le premier niveau de conformité. Et c'est sur cette base réglementaire technique que l'entreprise va formaliser son système de production pour aller vers le respect des exigences contenues dans les normes. Donc on va dire que c'est les normes qui deviennent la base des références pour la certification. En s'appuyant sur le courage des témoins comme Philippe Assa et sur l'action d'associations comme Codinormes, nous pouvons contribuer à assainir le secteur agroalimentaire et à garantir la sécurité de nos assiettes. Chers tous, nous sommes donc de retour sur ce plateau et nous allons échanger avec M. Boka Constant. Vous êtes donc le directeur général de Côte d'Ivoire Normalisation, Codinormes. Qu'est-ce que c'est Codinormes? Codinormes, c'est l'organisme en charge de l'élaboration des normes en Côte d'Ivoire. Donc ce sont des activités régaliennes de l'État qui ont été concédées au secteur privé. Donc on assure la gestion de tout ce qui est activité de normalisation, de certification en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi une activité de normalisation? Alors une activité de normalisation, disons que c'est de fournir à l'ensemble des opérateurs économiques des règles, des spécifications pour les produits et les services qui sont marchands, qui sont vendus sur le territoire national et vendus bien sûr à travers le monde. C'est une activité, il faut le dire, mondiale, bien sûr, qui s'exerce au sein de chaque pays, mais nous appartenons à une communauté internationale de normalisation, voilà, pour permettre au commerce de se réaliser, disons, dans les règles de l'art, et bien sûr, au profit des consommateurs et de tous ceux qui ont besoin de produits, de bonne qualité. Vous avez parlé de produits de bonne qualité, vous avez parlé de normalisation, vous avez dit que ce sont les règles de l'art, c'est dans un espace mondial, c'est connu de tous. Moi, je suis opérateur économique, je veux venir en Côte d'Ivoire, vendre des produits, des services. C'est quoi la démarche à entreprendre? Alors, disons que la Côte d'Ivoire a élaboré ce que j'appelais, a pris un décret qui, j'allais dire, contraint, soucieux, ce pays étant soucieux de la santé et de la sécurité des populations, a pris un texte assez fort qui vise à peu près 16 familles de produits. Je parle de familles de produits, produits alimentaires, de métallurgique et ainsi de suite, et qui fait obligation d'obtenir un certificat avant de vendre sur le marché, quelle que soit la nature du produit que vous fabriquez, des produits les plus simples aux plus complexes, de l'eau de javel au fer à béton ou au ciment, vous avez obligation de vous conformer aux normes prescrites à travers un sésame, à travers un certificat que nous délivrons. Généralement, ceux qui n'ont pas ce sésame-là, le certificat que vous livrez, on les appelle
faiseurs de contrefaçon. C'est-à-dire ce sont des hors-la-loi. Malheureusement, ils existent. Oui, ça, ce sont des réalités qu'il ne faut pas nier. Disons que l'État s'est donné un certain nombre d'instruments, n'est-ce pas, pour, disons, orienter le consommateur aussi par ailleurs, hein, et puis l'acheteur public aussi. Hein, il y a un certain nombre de mesures coercitives qui ont été prises en Côte d'Ivoire, notamment, vous ne pouvez pas logiquement faire de la publicité, hein, sur un produit si vous n'avez pas le certificat délivré par Codinorm. Dans le cadre des marchés publics, c'est pareil. Donc il y a un certain nombre de mesures coercitives qui sont prises, bien sûr, pour orienter la plupart des producteurs vers des organismes comme les nôtres. Alors je précise qu'ils n'ont pas de pouvoir de police par ailleurs. Voilà. Donc disons que ces instruments-là qui existent un peu à travers le monde et qui devraient, j'allais dire, orienter tout acheteur. Il faut dire attention. De toute façon, l'acheteur, il est suffisamment intelligent pour savoir s'il a acheté un mauvais produit, un bon produit. Hein. Il le reconnaît, il n'a pas besoin de grande technicité pour savoir que tel produit qu'il a acheté est bon ou pas. Alors, je ne voudrais pas vous interrompre, mais quand vous certifiez un produit et que ce travail, vous vous rendez compte qu'il peut être menacé par de la contrefaçon, quelle est la démarche vis-à-vis de cette autorité qui a pour but donc, de pouvoir mettre fin à une activité illicite par rapport à un produit bien donné? Parce que vous me dites là que vous avez pour obligation de pouvoir donner un certificat à un produit ou bien un service. Vous demandez aux opérateurs économiques pour toute activité dans un pays, ces opérateurs sont donc tenus à prendre la tâche avec vous avant de faire quoi que ce soit. Mais généralement, ces règles ne sont pas tout le temps respectées. Vous venez de donner un certificat et à côté de ça, il y a quelqu'un qui fait la même activité. Vous vous rendez compte que lui, il est dans la contrefaçon. Ça voudrait dire que vis-à-vis de l'État, il n'est même pas en règle. Qu'est-ce que celui qui a bénéficié de ce certificat-là doit entreprendre comme démarche? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure dans vos propos que vous n'avez pas le pouvoir de police. Alors déjà, en termes de communication, nous avons une plateforme à laquelle vous pouvez très bien y entrer par l'entreprise, par la nature du produit, qui vous permet d'avoir la liste des marques et des produits certifiés en Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été déjà un très grand pas. Donc de partout le monde, vous pouvez très bien prendre un produit et vous assurer que ce produit est certifié ou ne l'est pas. Donc ce sont des mesures, des moyens que nous sommes donnés. Bien sûr, nous communiquons aussi bien sûr, avec nos homologues qui ont en charge la contrefaçon, et ainsi de suite. Nous appartenons à un certain nombre de commissions. Mais je voudrais quand même souligner que sur tous les marchés, la chose la plus difficile, c'est vraiment de traquer tous ces produits contrefaits. C'est pour cette raison justement qu'on attire l'attention des consommateurs en général. Il faut que les consommateurs soient éclairés. Il faut qu'ils soient suffisamment informés pour qu'ils puissent orienter leur choix. Vous savez, c'est un ensemble de mesures qui pourraient permettre de ramener à des proportions, un peu minimes, ces produits contrefaits ou des produits de mauvaise qualité qui circulent sur les marchés. C'est pour cela que, par exemple, un acheteur public, nous pensons visiblement qu'il est plus éclairé. Il est censé connaître l'ensemble des textes. Déjà, par ce biais, par ce canal-là, on devrait permettre à l'État d'acheter des produits qui sont conformes aux normes. Ça, c'est des gros marchés déjà, l'acheteur public. Et puis, vous avez aussi, disons, un certain nombre de corps professionnels. Ceux qui travaillent, par exemple, dans le secteur du bâtiment, l'ordre des architectes, des entrepreneurs, sont censés savoir qu'il existe des normes et qu'il existe des instruments, bien sûr, qui peuvent utiliser, n'est-ce pas, pour offrir, aux consommateurs des produits tout à fait conformes. Donc, pour nous, c'est un ensemble de règles qui devraient permettre de ramener à des proportions minimes un peu la contrefaçon des produits de mauvaise qualité, et ainsi de suite. Chers consommateurs, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a un véritable problème. On ne vient pas à cette émission pour les beaux yeux de qui que ce soit. Nous estimons que les populations ivoiriennes méritent d'être protégées. Et donc si nous sommes aujourd'hui avec le directeur général, ces éléments d'information donnés sont tellement importants pour vous qu'il va falloir noter. On va donc reprendre la plateforme. Vous allez reprendre donc le site internet. Alors, www.codinorm.ci. www.codinorm.ci. Il suffit de taper Codinorm et vous avez tout de suite accès à notre plateforme. Vous avez un contact téléphonique au bas de l'écran. Il faut le composer, prendre contact donc avec Codinorm pour que le personnel de cette structure puisse se mettre à votre disposition et vous donner quelques éléments d'information par rapport aux questions que vous vous posez. Alors, on consomme tout.
Dès que quelqu'un arrive, il fait sa promotion, il fait sa publicité. Il a peut-être eu la chance d'échapper même aux règles du pays. Et il a des marchandises sur le marché, on va les consommer. Généralement, vous qui faites ce travail depuis un bon bout de temps, la vie n'est pas aussi rose. Hein? Comme on le dit souvent, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Vous faites face à pas mal de difficultés. Je voudrais partager un peu votre quotidien. Depuis que vous êtes à la tête de ce département-là, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre activité? Disons que non, on se questionne un peu. Hein. Par exemple, on se questionne parce que vous avez les TPME, ce n'est même pas là la difficulté, mais vous avez des entreprises structurées, des grandes entreprises, où il y a des investissements assez lourds, et vous vous rendez compte que ceux mêmes qui ont en charge le pilotage de ces entreprises ignorent complètement les règles. Ça, c'est assez surprenant. Donc, on se questionne sur ces choses-là. Alors, le modèle d'organisation que nous avons un statut d'association, État, secteur privé. Là aussi, on se pose la question de savoir quel est le rôle de toutes les fédérations d'industrie qui siègent aussi au conseil d'administration. Hein. Elles sont conscientes qu'elles doivent sensibiliser l'ensemble de leurs membres. Hein. Parce qu'au-delà, disons, des produits certifiés, on offre aussi des services comme par exemple l'accès aux normes. Nous avons un portefeuille à peu près de 150 à 200 entreprises. Quand vous regardez le tissu industriel ivoirien, ça questionne. Ceux qui n'ont pas accès, n'ont pas accès aux normes, comment ces entreprises travaillent. Donc c'est un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'on a encore du chemin à faire. C'est vrai qu'on est parti de zéro, mais nous pensons que la forte culture normative devrait aider les entreprises à offrir des produits conformes sur le marché. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a l'enjeu de la ZLECAf. Hein, le marché commun africain qui se dessine. Vous avez le marché de la CEDEAO. Seuls ceux qui bénéficieront des certificats que nous allons délivrer peuvent aller sur ces marchés organisés-là. Ça aussi, on le dit peut-être pas suffisamment, mais les entreprises doivent percevoir que seuls les produits certifiés peuvent circuler. En d'autres termes, si le voisin a des produits certifiés, il peut entrer aisément en Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas vos produits certifiés, vous ne pouvez pas conquérir des marchés extérieurs et ainsi de suite. Donc on a fait des efforts énormes. Aujourd'hui, nous sommes éligibles pour délivrer la marque ECOC Marque, c'est-à-dire la marque de la CEDEAO sur la certification des produits, parce qu'on est accrédité par ailleurs pour cela, et qui devrait donner une grande opportunité à nos tissus industriels. Et il faut saisir ces opportunités-là, ainsi de suite. Voilà. Alors, monsieur le directeur, en introduction, vous avez dit que ce que vous faites aujourd'hui comme activité, au départ, c'était une activité qui appartenait à l'État et l'État vous l'a concédée. Aujourd'hui, à quel niveau se trouvent vos rapports avec l'État? Alors, peut-être qu'il faut rappeler rapidement qu'à l'époque, je n'ai plus les dates en tête, mais nous étions certainement étudiants. Il existait le Bureau ivoirien de normalisation, qui était une société d'État qui avait en charge l'activité de normalisation, sous le président Houphouët-Boigny. Donc, ça a été dissous. Et des études ont montré que c'est une activité qui devrait être gérée par, disons, les opérateurs économiques eux-mêmes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu un mariage de raison. C'est un statut d'association, donc l'activité a été concédée, la gestion concédée au secteur privé. Alors, on a un cadre de collaboration qui est assez simple. Il y a une convention cadre de collaboration où, disons, les engagements des deux parties apparaissent clairement. L'État siège aussi au conseil d'administration à hauteur de 40%. L'État apporte son appui budgétaire à cette structure-là. Et chaque année, nous rendons compte à l'État, bien sûr, nous faisons un bilan d'activité sur le processus de normalisation en Côte d'Ivoire et puis, bien sûr, sur les perspectives. Donc, nous partageons avec l'État les perspectives, ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ce qu'il y a à faire, comme je l'ai dit, c'est travailler peut-être davantage à ce que j'appellerais les normes de système de management soient rendues d'application obligatoire, tout comme on l'a fait pour les produits. Ça, l'État est suffisamment informé. C'est-à-dire, quand je parle des normes de management, les hôpitaux, c'est le service, l'école, et ainsi de suite. Donc, toutes ces normes internationales qui sont élaborées et qui sont suffisamment pertinentes sur la sécurité de l'information, et ainsi de suite. Ces normes-là, il va falloir, je pense, les promouvoir sérieusement à travers des mécanismes d'obligation. Parce que ça, c'est un enjeu majeur, si nous voulons y arriver. Parce que s'il y a des investissements dans le secteur des services, dans les hôpitaux et autres,
si on ne met pas en place ces dispositifs-là, il y aura beaucoup de déperditions. Parce que les gens attendent une qualité de service, ils attendent une gestion optimale de ces services-là, ainsi de suite. Donc l'instrument, le meilleur instrument, c'est cela. Tout comme le classement des universités, vous savez, je le dis toujours, on a de brillants professeurs, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Diplômés, sortis de différentes universités à travers le monde. Mais si le classement, on est parfois mal classé, c'est parce que justement ces outils-là ne sont pas, j'allais dire, utilisés comme outils de gestion dans nos universités, dans nos hôpitaux, ainsi de suite. Voilà des grands axes sur lesquels on devrait travailler, bien sûr, avec l'État. Là, par exemple, nous travaillons sur la conception d'un label agricole à la demande du ministère de l'Agriculture. On a plusieurs chantiers de ce type-là. Alors, vous avez parlé aussi de ces grosses boîtes qui surprennent plus d'un dans leur démarche d'accorder peu d'intérêt donc à la normalisation. Vu que la structure que vous dirigez, vous êtes censé être donc dans une même communauté, est-ce que vous vous parlez? Bon, bien sûr, nous avons des canaux de communication, c'est clair, à travers les fédérations qui existent. Nous essayons, bien sûr, chaque année, nous avons des programmes. On parcourt certaines entreprises. Mais disons qu'à la limite, pour la nature de l'activité, on ne devrait même pas faire du commercial à la limite. Parce que vous avez obligation de livrer des produits conformes sur le marché national. Parce que la loi sur la normalisation est très claire là-dessus. Il faut la respecter parce que le produit, il peut être très dangereux. En général, consommer un produit peut être dangereux. Et donc les questions de sécurité, de santé des populations au devant. Et puis, bon, bien sûr, il y a d'autres problématiques derrière. La concurrence déloyale. Parce qu'en réalité, ceux qui ne se conforment pas aux normes trichent très souvent sur la qualité de produit, donc in fine, bien sûr, sur le coût de production. On essaie d'alléger le plus possible les coûts de production. Nous pensons que ce sont ces éléments-là sur lesquels les entreprises parfois peuvent tricher. Voilà. Je voudrais préciser tout à l'heure que je parlais de notre collaboration avec l'État, mais nous avons une tutelle particulière qui est le ministère de l'Industrie, le ministre Souleymane Diarra, justement, qui porte un peu sur lui toutes ces grandes problématiques-là. Voilà. Merci infiniment, monsieur le directeur général. Merci pour votre disponibilité. Je voudrais regarder droit cette caméra et m'adresser donc à tous les opérateurs économiques qui ont porté leur choix sur la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans la jungle. Vous êtes venus, vous avez donc en face de vous un portefeuille client composé de beaucoup d'Ivoiriens. L'Ivoirien consomme beaucoup. Mais s'il vous plaît, n'abusez surtout pas de lui. Faites les choses dans les règles de l'art. Vous avez Codinorm, venez rechercher donc le document, que ce document soit certifié. Et quant à vous les consommateurs, si vous ne comprenez pas quelque chose sur un produit, si vous avez un tant soit peu un doute quelconque, n'hésitez pas à contacter donc Codinorm. C'est mieux. Vaut mieux prévenir que guérir parce qu'on peut consommer un produit aujourd'hui, on peut le croire bon. Mais à force d'en abuser, on peut se retrouver dans une situation très préjudiciable. Ce que je ne souhaite d'ailleurs pas. C'est pourquoi nous avons initié donc ce débat sur les produits que nous consommons. Est-ce que ces produits sont vraiment du trafic? Est-ce que ces produits sont vraiment certifiés? That is the question. Essayons de trouver quelques pistes de solutions et posons-nous les vraies questions. Le débat reste ouvert chez vous. Mais en tout état de choses, sachez tout simplement que Codinorm est donc le partenaire idéal, qu'on soit opérateur économique ou simple consommateur. Il est mieux d'en savoir davantage sur ce que nous consommons. Bonsoir, on se retrouve dimanche prochain.